Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour ma première vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai vu cette vidéo de Tim Cook où lors d'une interview, il a pu déclarer cela. That I believe if you zoom out into the future and you look back and you ask the question, what was Apple's greatest contribution to mankind? It will be about health. À côté de ça, je me suis aperçu que Tim Cook n'est pas le président d'Apple. Il est juste CEO, directeur général. Mais à la tête de la pyramide se trouve Arthur Levinson. C'est lui le président de l'entreprise. Sur l'organigramme du site d'Apple, son nom apparaît tout en bas. Cet homme est docteur en biochimie et en génétique. Il est adepte du mouvement transhumaniste et c'est donc un personnage controversé. Du moins controversé pour ceux qui le connaissent parce que ça reste un homme relativement discret. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je pense que quand Tim Cook déclare que la plus grande contribution d'Apple à l'humanité sera dans la santé, c'est tout à fait sensé. D'autant plus quand on observe l'action des GAFA durant l'épidémie du coronavirus. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Avec la pandémie, Verily, une entreprise d'Alphabet, le groupe de Google, a mis en ligne ça. On remplit un formulaire sur son état de santé en se connectant via son compte Google. Puis Verily décide qui a droit à un test gratuit pour savoir s'il est vraiment contaminé. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais on va carrément assister à une alliance entre Google et Apple pour mettre en place une interface qui regroupe les données mobiles iOS et Android pour pouvoir pister les personnes contaminées. Ça devrait sortir en mai et notre gouvernement réfléchit à utiliser ces données pour son application Stop Covid. Facebook partage aussi ses données avec les pouvoirs publics concernant la mobilité des populations pour analyser l'évolution de l'épidémie. En France, le CNRS, l'EMIN, l'INRA travaillent directement sur ces données. Aux États-Unis, il y a même un sondage qui apparaît dans votre fil d'actualité Facebook concernant d'éventuels symptômes que vous pourriez avoir. Amazon, eux, ils protègent Seattle, la ville où ils sont basés, en livrant des kits de dépistage à la population, puis en les ramenant dans des laboratoires d'analyse. D'ailleurs, ça donne des idées au gouvernement britannique qui réfléchit actuellement à utiliser la puissance logistique d'Amazon pour livrer des millions de tests à domicile à ses citoyens. Pourquoi les GAFA font ça? Pour nous dire « Bonjour, on est Google, on est gentil ». Bien sûr, ça permet de renforcer leur image de marque, mais c'est pas nécessairement leur seul objectif. On se rappelle qu'en 2013 déjà, le Time posait la question « Can Google solve death ?» En français, est-ce que Google peut résoudre le problème de la mort? Et depuis cette couverture de 2013, Google a continué d'élaborer sa stratégie de développement dans l'industrie de la santé. Avec le coronavirus, les GAFA commencent à toucher du doigt ce qui devrait leur arriver dans un futur pas si éloigné. C'est-à-dire devenir indispensable en termes de santé. Je vais vous montrer comment cette conquête de la santé s'inscrit dans la vision qu'ont eu certaines personnes de ce que sera le futur, notamment Jacques Attali dans son livre « Une brève histoire de l'avenir » paru en 2006. Il expliquait que l'avenir appartient à l'alliance des grosses entreprises qui possèdent nos données, donc principalement ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, et des assurances. Pour Attali, la valeur rare du futur, c'est le temps. Votre temps de vie, lui, contrairement aux autres ressources, il est toujours limité. Et vous payez, par exemple, l'industrie de la santé et l'industrie des assurances pour en avoir le plus possible. À côté de ça, Attali décrit un monde où, dans une économie de plus en plus internationalisée, les multinationales domineront les États dont le droit et le pouvoir ne se seront toujours pas internationalisés. Pour pouvoir vivre plus longtemps, vous dépendrez de plus en plus d'assurances. Et ces assurances s'allieront aux entreprises qui possèdent vos données pour obtenir des données qui ajusteront le prix de vos primes. Vous commencez à comprendre ? Si vous avez un comportement bénéfique pour votre santé et que vous faites du sport par exemple, ce sera dans vos données et votre assurance verra que vous êtes plus rentable pour elle. Vos primes seront donc moins chères. Après, si vous fumez et passez votre temps au bistrot, c'est l'inverse. Et devinez quoi, dans le monde de demain, il y aura de plus en plus de vieux et on sera maintenu en vie de plus en plus longtemps par la technologie. Les dépenses de santé et donc d'assurance exploseront. Les maîtres de demain, c'est l'alliance entre les agrégateurs de données et les compagnies d'assurance. En appliquant la doctrine que la Boétie avait bien expliquée de la jouissance de l'esclavage, qui s'explique très bien par toute une idéologie qui est en train de se mettre en place. Ah, il ne faut pas grossir parce que c'est mauvais pour la santé. Ah, il ne faut pas fumer, c'est mauvais pour... Toutes choses vraies. Mais en même temps, par ces technologies-là, si on n'y prend pas garde, nous donnons nos données à des gens qui vont nous les revendre sous forme de primes d'assurance. C'est ça qui est en train de se mettre en place progressivement.
tous ces gadgets technologiques ne sont qu'une tentative de mettre de l'ordre, de maîtriser cela au bénéfice de grandes entreprises qui s'approprient les données. Des technologies connectées démultiplieront ces moyens de surveillance portative. Des ordinateurs seront intégrés aux vêtements par des nanofibres et miniaturiseront davantage encore ces autosurveilleurs du corps. Des puces électroniques sous-cutanées enregistreront et transmettront continuellement les battements du cœur, la pression artérielle, le taux de cholestérol. Des microprocesseurs branchés sur différents organes surveilleront leurs écarts de fonctionnement par rapport à des normes. Des caméras miniatures, des senseurs électroniques, des biomarqueurs, des nanomoteurs, des nanotubes, capteurs microscopiques qu'on pourra introduire dans les alvéoles pulmonaires ou dans le sang, permettront à chacun de mesurer en permanence ou périodiquement les paramètres de son propre corps. De même, les médecins qui auront d'abord lutté contre ces dispositifs préventifs préféreront implanter des prothèses délivrant des médicaments en cas de besoin plutôt que de prescrire ces derniers par ordonnance. Cette vision d'homme augmenté qui se soigne tout seul, c'est aussi celle de Ray Kurzweil qui est depuis 2012 directeur du développement chez Google. Et c'est quand il est arrivé dans l'entreprise que les médias ont dit que Google voulait vaincre la mort. Et pour cause, c'est la star du transhumanisme aux États-Unis. Vous allez voir, il est assez atypique. Ray Kurzweil est le patron du développement chez Google. Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour vieillir le moins possible et connaître des lendemains heureux. Encensé par Bill Gates, le boss de Microsoft qui pense qu'il est le meilleur futurologue de son époque, il s'est rarement planté et a prédit et daté avant tout le monde la chute de l'URSS et aussi l'avènement d'Internet. Il crée son premier ordinateur à 16 ans avant d'inventer le scanner à plat et le premier ordinateur capable de lire à voix haute. Cet ingénieur est multimillionnaire grâce à ses inventions. Bref, Kurzweil est un savant fou qui fait flipper, mais qu'on est contraint d'écouter. In 2045, according to my calculations, we will have expanded our intelligence a billion-fold by merging with this artificial intelligence we're creating. Vous connaissez la loi de Moore. Pour l'expliquer très brièvement, c'est une loi qui déclare que la puissance des microprocesseurs évolue de manière exponentielle au cours des années. Ray Kurzweil, lui, a développé la loi du retour accéléré. C'est une loi qui reprend la loi de Moore et qui dit que l'évolution exponentielle de la puissance de calcul informatique finit, avec un certain délai, par provoquer une croissance exponentielle chez les autres sciences, comme par exemple les bio- et les nanotechnologies. Voici une courbe qui représente la croissance exponentielle. Admettons qu'en 2020, on en est là, au niveau de la puissance des microprocesseurs, et là, au niveau des connaissances en biotechnologie. Dans 10 ans, d'après la loi du retour accéléré, on en sera ici, au niveau de la puissance des microprocesseurs, et ici, au niveau des connaissances en biotechnologie. Par exemple, ces dernières années, on a pu constater l'application de cette loi concernant le coût de séquençage de l'ADN. Le tout premier séquençage a coûté 3 milliards de dollars, employé 20 000 chercheurs et duré 13 ans, pour aboutir en 2003. Ça ne coûtait plus que 1,5 milliard de dollars en 2007 et 1000 dollars en 2013. Et il n'y a pas de raison de croire que nous ne serons pas sous les 5 dollars dans un avenir proche. We are the species that transcends the natural order. We have not stayed with the limits of our biology. No other animal does this. That's what's unique about humans. We transcend, we overcome these problems. We'll be funnier and we'll be sexier. We're going to greatly expand who we are. And that's within 50 years. Vers 2040, le marché, par nature sans frontières, l'emportera sur la démocratie, institutionnellement circonscrite à un territoire. Les États s'affaibliront. De nouvelles technologies transformeront les ultimes services encore collectifs, la santé, l'éducation, la sécurité et la souveraineté, en de nouveaux objets de consommation que je nomme des surveilleurs, permettant de mesurer et de contrôler la conformité aux normes. Chacun deviendra son propre médecin ou professeur. On arrivera progressivement à une nouvelle forme de dictature que Attali nomme ordre marchand, où les États deviendront moins forts que ces grandes entreprises internationales qui se jouent des frontières. Cette description rejoint celle du livre The United States of Google, écrit par 3 journalistes allemands qui nous décrit un monde post-politique, une sorte d'utopie politique où l'État ne joue qu'un tout petit rôle. Il est remplacé par quelque chose de plus puissant, plus fiable, plus rapide, quelque chose qui résout plus de problèmes que la politique telle qu'on la connaît. Il est remplacé par la technique, par Google.
Et c'est déjà des choses qui commencent à avoir lieu. Les gouvernements ne parviennent pas à réduire leurs émissions de CO2. Google bâtit son propre parc à énergie solaire. Les États ne réussissent pas à réguler le trafic routier pour qu'il y ait moins de morts sur les routes. Google construit une voiture sans chauffeur. Les États n'arrivent pas à réformer des systèmes de santé trop chers. Google conçoit des méthodes d'analyse de notre ADN permettant à chacun de savoir comment rester en bonne santé. Les États échouent à moderniser des régions sous-développées du globe. Google veille à ce que chacun ait accès à Internet. À la fin de Sapiens, une brève histoire de l'humanité, Yuval Harari nous explique que nous avons déjà commencé à être des hommes augmentés. Par exemple, nos smartphones sont une extension de notre cerveau et surtout de notre mémoire. Ou, quand nous avons des problèmes de cœur, on peut avoir un pacemaker. Les smartwatches font de nous des hommes encore plus augmentés. Avec une Apple Watch, on a déjà accès à notre température corporelle, à nos battements cardiaques en temps réel. Et on peut faire des électrocardiogrammes ou suivre la qualité de notre sommeil. Il n'y a pas longtemps, aux États-Unis, une montre a sauvé la vie d'un cycliste en appelant d'elle-même les secours après un accident. Remarkable story. The man says he was waiting to meet his dad in a state park when he received a text message reading "Detected a hard fall." Les études marketing révèlent que la santé est le premier facteur d'achat d'une smartwatch. L'Apple Watch 6, qui devrait sortir en septembre prochain, sera encore plus axée santé que l'actuelle. Elle permettra par exemple la détection des signes précurseurs de la maladie de Parkinson, ou incorporera un capteur électromyographique. Électromyographique, ça veut dire que ça permet de suivre l'activité électrique de vos muscles. Par exemple, pour détecter des maladies neuromusculaires, ou pour les sportifs, pour mesurer la fatigue musculaire. Fin janvier, Apple et Aetna, un géant américain de l'assurance, ont annoncé le lancement d'une application dès cet été. L'application permet de suivre les clients de l'assureur et de les récompenser en fonction de leurs activités physiques ou des objectifs de santé qu'ils atteignent. Pour l'instant, ça reste gentil. Les récompenses, c'est des cartes cadeaux ou des produits Apple offerts. Mais on n'est pas loin d'un système de bonus-malus d'assurance. La logique est parfaite et ça donne beaucoup d'idées à beaucoup d'assureurs. D'après la chaîne CNBC, ils sont nombreux à imaginer payer une partie du prix de l'Apple Watch pour que leurs clients les plus âgés puissent s'en équiper. Les maîtres de demain, c'est l'alliance entre les agrégateurs de données et les compagnies d'assurance. Et vous savez quoi? Apple n'est même pas le premier à faire ça. Fitbit avait déjà, avant Apple, noué ce type de partenariat avec le premier groupe d'assurance santé aux États-Unis, United Health. Et en novembre, Google a racheté Fitbit. Et bien sûr, on peut penser que c'est pour pouvoir faire évoluer ces bracelets et traquer encore plus de données de santé. Si Google n'a pas l'Apple Watch, énormément de smartwatches tournent sur Android, son service d'exploitation pour mobile. Et Google, c'est clairement le GAFA qui a le plus investi technologiquement. Il possède de multiples sociétés qui s'attaquent au secteur de la santé. On a Qualicio, une société de biotechnologie qui lutte contre le vieillissement. Elle a été créée en 2013 par un certain Arthur Levinson. Vous vous rappelez de lui? C'est l'actuel président d'Apple. On a Google Genomics pour stocker les génomes humains dans le cloud. Ou Verily dont on a déjà parlé. C'est la plus grosse sous-division de Google dans la santé et elle développe de très nombreux projets comme des lentilles de contact permettant de contrôler le niveau de glucose chez les diabétiques ou des nanoparticules qui sont des sortes de globules rouges robotisés qui recherchent des tumeurs ou des maladies rares. On les prend sous forme de pilules pour qu'elles aillent se fixer dans les parties de notre corps à réparer. Bon, tout ça, c'est des trucs cool, mais en novembre, un scandale éclate. Le Wall Street Journal révèle au public l'existence du projet Nightingale. Ça veut dire rossignol en français. Ce projet secret permet à Google de récupérer des dossiers de santé complets de millions d'Américains, sans les en informer, grâce à un accord avec Ascension. Ascension, c'est l'un des plus gros acteurs de la santé aux États-Unis. Il exploite 2600 hôpitaux aux US. Google a beau promettre que les patients concernés ne verront pas leurs données de santé croisées avec son moteur de recherche ou avec YouTube à des fins publicitaires, le mal est fait. Beaucoup d'experts s'insurgent. Et qu'est-ce qu'ils redoutent? Que les données soient vendues à des compagnies d'assurance. De son côté, Amazon a plutôt tendance à se lancer dans l'assurance que dans la santé. Elle permet en collaboration avec The Warranty Group à ses clients d'acquérir une extension de garantie allant jusqu'à 5 ans sur certains produits aux États-Unis.
En France, on peut payer depuis 1 an une couverture multirisque et habitation, Aviva, via Amazon Pay. Un autre partenariat assez original a lieu avec Allianz. Le client se voit proposer une solution de remplacement de ses équipements via Amazon en cas de sinistre habitation. Pour moi, d'ici 5 ans, Apple aura lancé le prochain appareil disruptif qui permettra d'amasser des données sur notre humeur et notre santé mentale. Ce sera un casque, ou des écouteurs donc, qui permettront de passer certaines commandes simples à son smartphone par la pensée. Que ce soit par électroencéphalographie, c'est-à-dire en captant le signal électrique produit par les neurones, comme dans cette vidéo. I can just will this car to drive forward just with my thoughts. Ou en capturant des signaux neuromusculaires, comme dans cette vidéo-là. En fait, quand vous parlez, votre mâchoire reproduit de micro-mouvements musculaires qui sont en quelque sorte des reproductions miniatures de ce qu'auraient été de vrais mouvements lorsque vous parlez. Vu l'argent que rapportent les AirPods à Apple, je pense que la marque à la pomme sera la multinationale qui a le plus intérêt à investir massivement dans le développement d'un tel casque. Les sentiments de puissance et de maîtrise technologique qu'il procurera pousseront un certain nombre d'entre nous à se l'acheter. Voilà, c'est tout pour ma première vidéo. Si des choses vous ont plu ou déplu, vous pouvez m'en faire part en commentaire. Évidemment, si vous voulez suivre la chaîne pour suivre la suite de l'aventure, n'hésitez pas. Et les prochaines vidéos que je ferai parleront toutes de digital, que ce soit du secteur ou de la psychologie des utilisateurs ou de l'acquisition d'utilisateurs, ce dans quoi j'ai une certaine expérience.